Alors, le titre de l'intervention, c'est une demande de Séverna Reland, puisque elle nous a demandé de venir aujourd'hui. Je devais être avec une collègue qui est souffrante, parce que la FHF est l'un des membres du PGI et que Séverna Reland est l'un des membres du conseil d'administration. Voilà. Donc, les missions du pôle de gérontologie et d'innovation, l'objet associatif. Donc, nous sommes une association régionale, association de personnes morales, et j'ai vu parmi les participants aujourd'hui qu'il y a déjà, donc nous sommes 54 personnes morales, et 8 d'entre elles sont présentes à ce forum, voilà. Dont l'ARS qui est un invité permanent, dont les membres fondateurs dont je vous parlerai ensuite. Notre objet associatif, c'est de contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des seniors à domicile, en institution ou en milieu hospitalier. Et le pôle articule ses missions autour de 2 axes de travail. Un premier axe qui concerne la promotion et le développement de la recherche et de l'innovation avec une approche transverse du vieillissement. Et le second axe qui concerne le fait de favoriser les synergies et la coordination des acteurs de la gérontologie. Donc il s'agit bien pour nous de fédérer les acteurs. Pour ceux qui ont les petits documents que je vous ai remis, vous avez la liste des personnes morales membres qui se répartissent en 6 collèges. Le collège des membres fondateurs, le PGI, a été créé en 2010 par des membres fondateurs qui étaient et qui sont toujours présents, les 2 universités de Bourgogne et de Franche-Comté, le CHU de Dijon et le CHRU de Besançon, et le gérontopôle Pierre Finzenmeyer, que vous connaissez peut-être à Dijon, émanation du CHU, de la part de gériatres qui souhaitaient élargir l'approche du vieillissement à d'autres disciplines, et l'Institut régional du vieillissement franc-comtois, qui préexistait, qui avait une approche plus territoriale et sociale, et qui maintenant a fusionné, a fait l'objet d'une fusion-absorption au sein du PGI. Il y a le Collège 2 qui regroupe les acteurs économiques, de la start-up jusqu'au grand groupe, en passant par les agences de développement économique de la région, et qui travaillent avec nous autour en particulier des innovations technologiques en faveur des seniors. Il y a le Collège 3 qui regroupe les acteurs de la prise en charge. Voilà, donc la FHF, entre autres, et d'autres fédérations comme la FEAP ou l'URIOPS, et puis des gestionnaires comme la Mutualité française bourguignonne et tous les services également à domicile, SAD, SIAD, à travers leur fédération ou directement adhérents. Le Collège 4 regroupe les acteurs institutionnels, on va dire, qui ne sont pas membres fondateurs, parmi lesquels la MSA, par exemple, la Mutualité française Bourgogne-Franche-Comté, l'Observatoire régional de la santé, etc. Et également les organismes de formation et de recherche non fondateurs, comme l'UTBM ou l'IRTS de Besançon, entre autres. Le Collège 5, ce sont les collectivités. On y retrouve les villes amies des aînés de la région, par exemple, notamment Dijon, Besançon, des communautés d'agglomération qui s'intéressent au vieillissement par une approche développement économique, opportunité pour le territoire, le Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté qui a une voix consultative, et le conseil départemental du Doubs, donc le seul conseil départemental qui soit membre adhérent, ce qui ne nous empêche pas de travailler avec les autres autour de projets. Et enfin le collège 6, qui sont des personnes qualifiées, donc des personnes physiques invitées en tant que personnes qualifiées. Alors ensuite, développer l'expertise. Alors là, dans les plaquettes du PGI que j'ai pu distribuer, on retrouve les 6 axes autour desquels nous travaillons aujourd'hui, qui permettent de développer une expertise pluridisciplinaire autour de tous les sujets liés au vieillissement, qui sont amenés par les membres adhérents, les 54 personnes morales, et sur lesquels on travaille sur des projets de plus ou moins long terme. On peut avoir un projet qui a une durée de quelques mois, à certains programmes de recherche qui ont une durée de 10 ans. Et évidemment, améliorer la qualité de vie, c'est l'objet associatif, c'est vers cet objectif que tendent toutes nos actions. Et bien entendu, elles sont, on va dire, validées ou cautionnées par les acteurs scientifiques du PGI. Voilà, donc en gros, on s'appelle pôle de gérontologie et d'innovation depuis peu de temps. Avant, c'était interrégional, le I pour Bourgogne et Franche-Comté. L'innovation, on l'approche dans tous ses sens, c'est-à-dire technologique, bien entendu, mais également organisationnelle. On travaille les questions d'éthique, on travaille les questions humaines. Voilà, c'est l'innovation dans le sens de la recherche de solutions à des besoins qui, à un moment donné, posent question aux membres qui sont présents au PGI. On a un territoire d'intervention qui est prioritairement la Bourgogne-Franche-Comté, mais certaines de nos actions s'étendent à toute la France et on a également des partenariats à l'international sur certaines actions. Et notre manière de fonctionner, on va dire que le terme à la mode, c'est le Living Lab. Donc chacune de nos actions est toujours conçue et déployée avec
la mobilisation de membres du PGI qui sont représentants d'usagers, qui sont des chercheurs, des médecins, les décideurs, les financeurs qui collaborent autour des actions. Alors, pour aller un peu plus, je me dépêche après, c'était important de poser un peu qui on est. Donc, je sais que parmi vous, il y en a qui nous connaissent ou qui connaissent certaines des actions qui sont proposées par le PGI. Sur l'axe 1, recherche, développement économique, innovation, alors le PGI peut piloter, coordonner ou contribuer au développement de programmes de recherche qui visent à préparer les prises en charge des aînés, donc qui ont un lien très fort avec l'ARS, avec les caisses de retraite, avec les conseils départementaux, avec les décideurs des politiques qui vont venir accompagner le vieillissement. On a également des études ou des évaluations qui, là, sont conduites sur généralement du plus court terme et qui répondent à des problématiques spécifiques ou territoriales, et un soutien au développement économique qui consiste pour le PGI à travailler avec des acteurs des entreprises, du champ de l'ESS ou du champ lucratif, pour qu'ils approchent les besoins des personnes âgées et puissent concevoir des innovations en prenant en compte les usagers, donc les personnes âgées, les aidants et les professionnels qui les accompagnent. On a un plan stratégique pour 5 ans et on a une équipe salariée qui est composée de 9 personnes. Donc tous les projets que nous conduisons, actuellement on en a un peu plus d'une trentaine, ne peuvent exister que parce qu'il y a cette force collaborative de l'Assemblée du PGI où les experts, les différents acteurs se mobilisent autour des actions. Peut-être pour vous citer, parmi les programmes de recherche et les études, en lien aussi avec le PRS, il y a eu une étude qui a été terminée l'année dernière autour des hospitalisations évitables des personnes âgées, donc qui a été conduite par le PGI en mobilisant plusieurs experts et qui aujourd'hui fait l'objet de journées de sensibilisation à travers la région qui sont proposées par le docteur Menu de la MSA et qui permettent ensuite d'avancer avec les professionnels pour éviter les hospitalisations de personnes âgées lorsqu'elles ne sont pas nécessaires. Pour l'axe 2, qui s'appelle transfert de compétences, échange de bonnes pratiques et formation, alors là, il y a 3 types d'actions. Développer l'ingénierie de formation et des conférences. On va être là dans de la conception de propositions qui n'existent pas encore. Donc, on a également les actions de prévention pour lesquelles le PGI va venir enrichir des actions ou des outils ou coordonner certains programmes. Et puis le développement de l'animation territoriale avec des événements territoriaux de sensibilisation à tout ce qui tourne autour du vieillissement. Alors, sur les axes, je vous donne quelques exemples qui ont peut-être aussi plus de sens par rapport à qui vous êtes. Sur l'axe 1, les programmes de recherche, on en a un qui est en construction, qu'on a nommé pour l'instant Music Hold. On est dans la construction du protocole de recherche cette année. Ça consiste à valider l'hypothèse que la musicothérapie en EHPAD auprès de personnes atteintes de maladies neurodégénératives peut avoir des vertus et avec un des indicateurs possibles, la réduction des traitements médicamenteux grâce à la musicothérapie. Donc, lorsque nous en serons au moment de la mise en place du protocole de recherche, par exemple, nous aurons besoin de mobiliser sans doute une quarantaine d'EHPAD de la région qui seront volontaires pour travailler avec nous autour de ce protocole de recherche. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a des fédérations au sein du PGI et que, bien entendu, on vient après, par le biais de la FHF, vous interpeller, vous proposer certaines actions. Vous avez peut-être été destinataire de certaines communications sur d'autres actions. En termes d'études, en ce moment, on est en train de réaliser pour l'ANESM une revue de littérature scientifique et un argumentaire dans le cadre du PMND, voilà, pour la construction de bonnes pratiques pour les SAD, SIAD, SPASAD. Et puis, en termes de développement économique, ce sera le sujet, je vais faire un petit focus tout à l'heure vraiment sur l'innovation technologique dans le médico-social. On est en train de conduire une expérimentation autour d'un dispositif qui s'appelle VigiEHPAD, dont je vais vous reparler. Et puis pour information, je l'ai évoqué tout à l'heure avec certaines personnes, on est partenaire d'un programme qui s'appelle Érudite dans la région, qui est un programme qui mobilise des fonds européens, notamment du FEDER sur de l'investissement, et qui vise à faire en sorte que le numérique soit bien au service des populations. Et notamment dans la Nièvre, il y a un projet dans le cadre d'Érudite qui est une collaboration autour de l'EHPAD de demain. Donc voilà, imaginez l'EHPAD de demain dans toutes ses dimensions, y compris d'innovation technologique. Alors, sur l'axe 2, pour exemple, dans les actions de formation, on est en train de mettre en place une expérimentation d'une formation test qui s'appelle SensoLink,
pour laquelle nous avons travaillé avec 3 EHPAD. Nous avons réalisé une revue de littérature sur la douleur de la personne âgée, le toucher dans les actes quotidiens. Et une personne qui travaille avec nous, une docteure en neurosciences, est allée réaliser des séances d'observation dans les 3 EHPAD partenaires pendant l'été pour construire un module de formation autour du toucher dans les gestes d'accompagnement de la toilette, du repas, du lever, du coucher, de l'habillage ou du déshabillage, que nous allons donc tester en novembre avec les EHPAD partenaires pour ensuite proposer cette formation si on a un retour qui nous dit qu'elle a du sens et qu'elle est utile pour les professionnels. La prévention, j'espère que vous connaissez tous cette action pour ceux qui sont, qui représentent des EHPAD. Le programme Omega, qui est un CEPOM, signé avec l'ARS, un programme qui propose des modules de prévention au sein des EHPAD autour de l'équilibre, de la mémoire, du bucco-dentaire et de l'alimentation, donc 4 thématiques de prévention. Le CEPOM prendra fin au mois de mars 2018, en tout cas dans sa version actuelle. Et dans le cadre de ce CEPOM, les modules de prévention pour les EHPAD sont entièrement financés par l'ARS. Donc je sais que je signe régulièrement des conventions avec des EHPAD encore aujourd'hui. La dernière hier, c'était avec l'EHPAD de Nolay, je ne sais pas s'il est présent là. Mais en tout cas, si vous n'avez pas encore participé au programme Omega, je vous invite à vous y intéresser et à nous contacter pour pouvoir déployer des modules dans ce cadre-là. Et puis un exemple d'animation territoriale, c'est la Journée nationale des aidants que nous proposons chaque année en tournant dans les 8 départements. Et le département pour 2018 sera Lyon. Donc on a déjà discuté avec le CH de Tonnerre pour proposer peut-être une approche autour de l'aidant à l'hôpital, l'aidant à l'EHPAD. Voilà, donc essayer de mettre en évidence notamment les solutions de répit que sont les accueils de jour et les séjours temporaires. Donc voilà, enfin, peut-être pour la composition du PGI, donc je vous ai parlé des 6 collèges de l'Assemblée Générale, donc on est une association, il y a donc un conseil d'administration qui est élu, qui évidemment a des représentants de tous nos collèges, et on a également un bureau, et aujourd'hui le président du PGI pour un mandat de 3 ans, c'est Jean-Louis Fousseret, maire de Besançon. Voilà, donc la ville de Besançon étant adhérente au PGI. Et nous avons également une dynamique d'instance consultative, et c'est ça qui fait la force du pôle. Alors, nous avons un conseil scientifique qui se met en place cette année, avec des chercheurs, des experts universitaires ou non universitaires, autour de toutes les disciplines qui nous intéressent. Donc c'est très très large. Il y a évidemment des professeurs en médecine, des gériatres, des psychiatres, des neurologues, mais on a aussi des professeurs en droit, en sociologie, en démographie, en STAPS, pour avoir vraiment une approche la plus transversale possible des questions du vieillissement. Nous avons un comité stratégique qui réunit les représentants d'usagers et les représentants des financeurs. Et c'est une instance extrêmement intéressante puisque c'est avec le comité stratégique que nous préparons nos programmes de travail et que nous essayons de faire converger l'expression des usagers avec les politiques publiques. Donc ça, c'est vraiment un lieu très très important pour nous pour définir les actions qui sont conduites. Et puis nous avons des groupes d'experts, donc des petits groupes d'experts qui se réunissent autour des projets. Si je vous donne un petit exemple, une start-up dijonnaise est en train de développer une appli pour les diabétiques vieillissants. Alors, ça peut être très très pointu. Le rôle du PGI a été de réunir pour cette start-up un petit groupe d'experts composé de patients diabétiques et de médecins qui, à différentes étapes de développement, ont pu donner leur avis et faire évoluer l'appli pour qu'elle soit la plus pertinente possible lorsqu'elle sortira en principe au mois de novembre. Et voilà, donc par rapport à cette dynamique partenariale, l'équipe salariée que nous sommes a vraiment un rôle de conduite de projet, d'apport de méthodologie, de coordination d'acteurs et de recherche et de coordination de financement. Donc il arrive que des partenaires, membres ou non, alors l'adhésion, c'est pas très cher, pour une association c'est 75 € et ça va jusqu'à 400 € à l'année pour les grands groupes industriels. Et bien, il arrive qu'on nous apporte une idée et qu'il faille la transformer en projet, aller mobiliser les partenaires, aller chercher les financements. Donc le PGI fait aussi ça et peut aller rendre viable en termes de modèle économique un projet qui au départ n'est pas forcément finançable dans l'immédiat, dans l'esprit des personnes qui viennent à notre rencontre. Voilà, ce que je vous propose avant de passer à la deuxième partie, c'est de visionner une petite vidéo qu'on a trouvée sur YouTube qui est une vidéo qui parle de la maison de retraite de demain au Danemark. Alors, j'anticipe ce que vous allez sans doute vous dire. Il y a une question de financement, c'est évident. Il y a aussi une question de
degré d'autonomie. On est là sur un modèle qui n'est pas forcément celui de l'EHPAD en France aujourd'hui, mais bon, c'est intéressant de voir et d'entendre les différentes personnes qui sont interviewées dans ce petit reportage. La maison de retraite médicalisée de Nørresundby, dans la commune d'Aalborg, constitue le modèle des maisons de retraite du futur au Danemark. Il s'agit d'un lieu où technologie et travail interdisciplinaire, étroitement imbriqués, assurent le bien-être des résidents. Des travaux sont également en cours en vue de créer un laboratoire vivant permettant, dans l'avenir, de développer les soins aux personnes âgées. Det en win-win-situation, hvor vi kan få kommunens midler til at strække længere, og samtidig så kan vi også højne livskvaliteten for den enkelte borger, som skal bo på et plejehjem. Og det gør vi blandt andet ved, helt konkret, at indføre en masse teknologi. Ikke fordi man skal være teknologifreak for at komme på et ældrecenter, det skal man ikke, men det kan være et hjælpemiddel i hverdagen til, at man kan hjælpe sig selv. Og langt hen ad vejen, så er det jo rehabiliteringstanken. Det er jo et faktum, at der er begrænsede ressourcer, så på den måde bliver man nødt til at tænke, kan man udnytte andre muligheder? Og teknologien viser sig, at den har noget, man kan bruge inden for plejesektoren. Og det kan godt være, at man så den ene situation der oplever, at man bliver lidt umyndiggjort af teknik, som ovenikøbet kan være ufølsom. Men hvis man samtidig så får den der mægtiggørelsesfornemmelse, jeg kan noget, jeg kan løse nogle opgaver selv, og i øvrigt er det spændende det liv, jeg pludselig er blevet en del af, så får man en anden side, så får man en anden kvalitet med. Altså, vi har valgt at sætte fokus på 3 vigtige ting, som skal præge det her hus. Den ene del, det er inklusion. Det er det, at du er inkluderet ikke kun i huset, men også i det lokale samfund, gerne i det globale for den sags skyld. Så vil vi gerne motivere til bevægelse og have meget mere fokus på bevægelse på plejehjem, end man måske hidtil har haft. Og den tredje ting, det er, at vi vil gerne stimulere sanserne. Altså fremtidens plejehjem vil gerne være på forkant med udviklingen, og derfor opretter vi et Living Lab på stedet, som primært skal samarbejde med private virksomheder og uddannelsesinstitutioner, eventuelt andre kommuner omkring udviklingen af ældreomsorgen i Danmark, herunder specielt plejehjemmene. La maison de retraite est équipée d'une technologie du bien-être avec, par exemple, des capteurs au niveau du plancher qui avertissent en cas de chute. Il y a des élévateurs qui permettent de déplacer les résidents de leur chambre à leur salle de bain. Ces dernières disposent toutes de toilettes qui lavent et sèchent, ce qui augmente l'autonomie des résidents tout en améliorant l'hygiène. Så bliver man skyllet bag i med lunken vand, eller man kan indstille varme. Jeg synes, det er dejligt det, at man kan blive skyllet bag i og tørret. Det er jo et problem, når man er ældre, ikke at få det gjort ordentligt. Så det synes jeg, det fungerer godt. Ja, de snakker jo meget om det der med gulvene, men det har jeg jo ikke rigtig haft behov for. Jeg har mit kaldeapparat, hvis jeg bliver dårlig og sådan. Så gulv, det er slået fra her. Jeg er meget glad for, at jeg kommer over, at jeg har valgt det der med sensegulvet. Fordi at jeg synes, det skaber en meget, meget god tryghed. Og hvis man falder, eller man kommer galt sted, så er det her med det samme. Og det har jeg selv erfaret. Der skete det der med, at jeg gik ned på gulvet og kiggede ind under sengen, om den virker, som den skulle. Det er jo en elevationsseng. Og så kom de og spurgte, om jeg var ok. Og så sagde jeg, det er jeg, men jeg tror ikke, min seng er. Men det var den altså. Det er sådan en, vi skal have alle sammen. Kan du slukke lyset her? Så kan man slukke lyset. Ja. Chaque logement dispose d'un écran du bien-être. Il est réglé individuellement et permet de commander l'éclairage à distance, d'envoyer des mails et de faire des appels vidéo. Il est doté d'autres fonctions telles qu'un calendrier, un aperçu des activités, un album photo et toute une série de fonctionnalités utiles et amusantes. Hvis man ikke har startet sådan, at man har været med igennem hele udviklingen, eller i hvert fald en del af det, så tror jeg, så kan man lige så godt opgive det. Altså, jeg har været ret tidlig med på det der, ikke? Altså, med at man i det hele taget fik en PC'er derhjemme. Jeg har kæmpe stor glæde af mine PC'er, og også af min iPad. Og PC'eren, der går jeg jo ind og bruger den til alt muligt. La coopération étroite entre aides, assistants, thérapeutes, travailleurs sociaux et infirmières permet de résoudre de manière innovante la plupart des problèmes rencontrés dans la maison.
Da jeg søgte jobbet her, så var det på grund af det nye spændende koncept, og det var på grund af velfærdsteknologien. Det er en helt ny måde at tænke plejehjem på, og jeg tænkte, det skal jeg være en del af. Jeg skal simpelthen være med til at starte det her projekt fra bunden af. Hele myten omkring velfærdsteknologi, den skulle trække vores varme hænder ud af plejen. Den vil jeg rigtig gerne være med til at aflive. For jeg tænker, at jo mere velfærdsteknologi vi får ind, så er den der for trivselens skyld, og ikke for at trække os ud af plejen. Rent fagligt så har vi jo mulighed for at igangsætte træningen ret hurtigt, hvilket gør, at indsatsen den også bliver hurtigere. Hjælperne og assistenterne skal jo ikke vente på, at der kommer en terapeut udefra og vente 2 til 3, måske 4 uger på, at der sker noget. Det kan vi gøre fra dag til en anden. Også i forhold til vurdering af hjælpemidler. Har fru Jensen brug for en plejeseng, eller har hun brug for lejringspuder til at sove bedre om natten, så kan de også trække på os ret hurtigt. Og det er jo effektivt. For at være fremtidens medarbejder, så skal man være omstillingsparat. Det er nok det vigtigste. Man behøver ikke være teknisk vidunder overhovedet, fordi vi bliver alle sammen oplært i de her forskellige velfærdsteknologiske løsninger. La maison de retraite du futur est le résultat d'une collaboration étroite entre la municipalité d'Aalborg, des entreprises privées et des établissements d'enseignement locaux qui ont joué un rôle décisif quant à la manière dont le personnel et la direction collaborent. Vi kørte uddannelsen i deres omgivelser, vi tog udgangspunkt i deres værdier, vi arbejdede i de rum, som de skulle arbejde i. Så når vi arbejdede med at danne ny kultur, så satte vi tingene op på væggen i det rum, at de skulle arbejde i. De kunne gå rundt og sanse. Hvad er det, der foregår her? Hvad er det for et sted, jeg er? Så den problematik, der normalt er, når man går på en uddannelse med at få noget omsat fra teori til praksis, den er der ikke mere, fordi vi rent faktisk gør det på stedet. Fremtidens plejehjem er for os et fremtidsværksted. Det er den nære fremtid, vi kigger på, og forhåbentlig kommer vi også hen ad vejen til at kigge lidt længere frem. Det udvikler sig jo hele tiden. Vi har brug for et sted, hvor vi kan se, at tingene fungerer i praksis. Vi skal jo sikre os, at de elever, vi uddanner, de også er kvalificeret i forhold til det arbejdsmarked, der venter på dem, når de er færdige med deres uddannelse. Un des mots-clés du travail au sein de la maison de retraite est l'intégration. Une cinquantaine de bénévoles contribuent à son activité et à créer du lien entre les résidents et le reste de la société. Il s'agit également de la première maison de retraite au Danemark disposant d'un restaurant privé qui attire de nombreux clients extérieurs. Det synes jeg er et fantastisk godt eksempel på, at ved samskabelse, det vil sige, at vi begynder at udnytte vores fælles ressourcer på en anden måde i forhold til det her område. Det kan simpelthen skabe mere værdi. Ikke bare for de ældre, men sørger også for et helt lokalområde, som lige pludselig i øjeblikket oplever, at der kommer jo velfartende rigtig mange mennesker til, som aldrig nogensinde har forestillet sig, at de skulle gå ind og spise aftensmad på et plejehjem. Det kommer nu helt naturligt, fordi der er skabt noget nyt i nærområdet. Og det tænker jeg, det er den helt nye vinkel på, hvad et plejehjem skal være. Det kan faktisk godt være et midtpunkt i et lokalområde. Der er jo restaurant i huset, og det synes jeg er godt, for jeg får besøgende også, som kommer. Så kan vi gå ind og tage vores kaffe. Det har jeg også prøvet. Og mine børn, de kommer jo langvejs fra, så de er også gerne ned og spise. Det har jeg også været med. Så det synes jeg er meget godt. Og der kommer mange, kan vi se, når vi sidder dernede. Jeg har også haft nogle besøgende, som absolut skulle ind, og det var nok for at besøge mig, men det var også for at se det her. For det bliver der, jeg snakker meget om. Pianoman, kan du høre mig? Voilà, donc c'est évidemment la maison de retraite de demain. Donc ça tombe bien, on a choisi Danemark puisque demain il y aura une intervention qui parlera aussi de la manière dont l'organisation territoriale et politique au Danemark permet ce genre de travail. Mais en tout cas, en Bourgogne-Franche-Comté, la réflexion est engagée dans la Nièvre pour modéliser les PAD de demain, avec les moyens dont on dispose aujourd'hui en France pour avancer dans la réflexion et dans les collaborations, et également dans les collaborations publiques-privées, acteurs de la prise en charge et acteurs de l'innovation technologique. Alors sur la deuxième partie,
je vais essayer d'aller vite. On a choisi de vous présenter une action. Donc, on en a pas mal autour des innovations technologiques. On est beaucoup interpellés, sans surprise, sur la question de l'habitat des personnes âgées, donc du domicile privé personnel jusqu'à l'EHPAD, en passant par toutes les formes intermédiaires innovantes, et de la manière dont toutes les propositions qui arrivent en termes de domotique, de robotique, de numérique, etc., ont ou pas un réel intérêt en termes de qualité de vie des personnes âgées et de prévention de la perte d'autonomie. Donc il y a beaucoup de travaux qui sont conduits au PGI autour de cette question-là. Alors VigiEHPAD, rapidement, de quoi s'agit-il? En termes d'objectifs, à court terme, le public qui est ciblé, ce sont les personnes âgées qui résident en EHPAD et les professionnels qui y travaillent. Et à moyen terme, à travers d'autres solutions technologiques qui ont un autre nom évidemment, il s'agit de s'adresser à toutes les personnes âgées, quelle que soit leur forme d'habitat, à l'échelle d'un territoire où la coordination et le décloisonnement des acteurs de la prise en charge soient soutenus, accompagnés par les technologies. Donc, voilà de quoi il s'agit. Les enjeux, c'est évidemment la qualité de vie des personnes âgées, mais également le bien-être des professionnels du soin et de l'accompagnement. Et on est parti d'abord d'un contexte évidemment travaillé par les membres du PGI qui sont au premier plan auprès des personnes âgées, avec des risques majeurs que vous connaissez bien pour l'autonomie des personnes âgées, que sont les chutes, l'errance dans le cas de maladies neurodégénératives et l'isolement social. L'étude de la Fondation des Petits Frères des Pauvres récente a encore confirmé cette problématique-là, que les personnes d'ailleurs soient en EHPAD ou à leur domicile. Et nous avons aussi dans le contexte ce développement de la silver economy depuis le contrat de filière de 2013, avec beaucoup d'acteurs qui y voient des opportunités, évidemment aussi en termes de chiffre d'affaires, et des craintes que peuvent avoir les professionnels que vous êtes à l'égard des solutions qui sont proposées par les industriels et de leur pertinence. Donc le rôle du PGI, c'est bien ça, c'est de favoriser la rencontre entre les acteurs qui, en dehors du PGI, ne se côtoient pas forcément, ne se parlent pas forcément, et d'accompagner une expérimentation avec une dimension éthique très forte qui est tenue par les scientifiques qui sont membres du PGI. Donc parmi eux, vous connaissez sans doute le professeur Aubry, le professeur Mankoundia, le professeur Vandel en psychiatrie adulte, voilà, et d'autres qui sont là pour travailler les projets. Alors là, de quoi s'agit-il? Eh bien, c'est Schneider Electric, grand groupe industriel qui est venu à notre rencontre à la suite d'un forum Silver Economy à Dijon et qui nous a dit, voilà, on travaille sur de l'innovation pour les personnes âgées. La technologie, je ne saurais pas bien la décrire, mais en gros, ce sont des capteurs dans les murs ou des écrans adaptés qui vont permettre de travailler sur ces risques majeurs, chute, isolement, errance. Et on aimerait bien rencontrer des professionnels qui nous aident à comprendre si ces solutions-là répondent réellement aux réalités de terrain, aux problèmes, et font avancer les choses et apportent une aide aux professionnels. Donc le rôle du PGI, ça a été d'abord de travailler beaucoup avec Schneider pour comprendre comment ils étaient arrivés à ça, avec qui ils avaient travaillé en amont, est-ce qu'il y avait eu des questions éthiques qui avaient été posées, est-ce qu'ils avaient vu des médecins, est-ce qu'ils avaient vu des usagers. Donc tout ça a été validé avec eux, qu'est-ce qui s'était passé au niveau de la CNIL, les données recueillies, comment elles étaient traitées, par qui, pourquoi. Donc tout ça, c'est d'abord un premier travail, et ensuite on s'est dit il nous faut des EHPAD qui acceptent de travailler avec nous sur cette action-là. Donc on est passé par les fédérations adhérentes, et les EHPAD qui sont représentés aujourd'hui dans cet atelier ont sans doute reçu un email de la part de la FHF leur proposant, s'ils le souhaitaient, de nous appeler, de prendre plus d'informations et de participer à des réunions. Donc il y en a qui sont là aujourd'hui, donc peut-être s'ils souhaitent prendre la parole tout à l'heure pour dire pourquoi ils sont venus et qu'est-ce qu'ils en ont pensé, ça peut être bien. Donc on a fait ça pendant le premier trimestre 2017, et ça c'est possible au PGI, toutes ces deux premières étapes, parce que nous avons des financeurs qui apportent chaque année des subventions de fonctionnement qui ne sont pas des subventions sur projet. Très vite, on a un budget de fonctionnement annuel d'1 million d'euros. On a à peu près 150 000 euros de financement de fonctionnement qui sont accordés par des acteurs qui font confiance à cette dynamique du PGI pour innover, réfléchir, etc., avant d'arriver à l'étape où on peut aller chercher des financements. Donc, on a fait ces réunions de présentation, 6 réunions dans la région, et à la suite de ça, certains EHPAD nous ont dit moi, ça m'intéresse. Clairement parce que ça correspondait à un contexte d'extension, de construction, de rénovation, donc ça pouvait intégrer un budget d'investissement, voilà, ces solutions technologiques dans les murs, mais aussi parce que l'échange a permis de voir ce que ça pouvait apporter comme bénéfice pour l'accompagnement des résidents. Voilà, donc nous on a apporté une méthodologie
Et on continue à suivre ce partenariat-là et ce projet-là. Et on en est à l'étape où nous avons sollicité des financements pour pouvoir installer la technologie dans les murs, dans des EHPAD expérimentateurs, conduire un protocole pendant 6 mois qui mobilise les EHPAD parce qu'il faut que les équipes nous fassent un retour d'usage avec des points intermédiaires, des réunions, et pour enfin proposer une étude aval auprès des professionnels sur la manière dont la technologie fait évoluer la pratique professionnelle et éventuellement interpelle le management également. Voilà. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. L'idée, c'est évidemment d'être plus efficace dans les interventions professionnelles. Il y a 2 dimensions. Il y a une dimension d'alerte et d'intervention d'urgence pour éviter les complications, typiquement en cas de chute ou d'errance. Et il y a une dimension de prévention, avec un recueil de données de santé qui permettent d'avoir des graphes étudiés par les équipes médicales et du coup de travailler la prévention, voilà, sur les résidents. Je passe quelques... Ah bah oui, mais du coup, je passe plus, là. Bon, c'est pas grave. Je vous ai parlé sans passer. Donc, de toute façon, je pense que la présentation, elle vous sera adressée. Donc, Schneider, voilà, les objectifs factuels. Donc, la méthode, effectivement, je vous en ai parlé. Les indicateurs principaux pour nous, donc voilà, on aura vraiment un indicateur autour des interventions sur les alertes et d'évolution des pratiques professionnelles. Et du coup, à moyen terme, l'idée, c'est ensuite d'aller travailler avec les services à domicile et de pouvoir anticiper une coordination d'acteurs qui permettrait d'avoir des technologies au domicile, mais avec des données qui puissent être traitées de manière collaborative. Alors évidemment, on a rencontré l'ARS, le département e-santé, on a parlé de e-TICS et de la correspondance des systèmes d'information qu'il faut aussi anticiper si cette expérimentation est validée à l'issue de l'évaluation. Voilà, et du coup, notre rôle, c'est vraiment de passer de l'idée à l'action, donc d'expérimenter pour généraliser, ou pas, et de proposer, d'approcher l'innovation technologique dans le médico-social avec vous, avec ceux qui, au quotidien, sont sur le terrain et sont les mieux placés dans le cadre de l'esprit Living Lab pour que les innovations technologiques qui se présentent aujourd'hui soient réellement au service de la qualité de vie des seniors et au service de leur accompagnement et du soin auprès d'eux.